هذا العدد برعاية الكندي. سلام، اليوم نتحدث على اضطراب نقص الانتباه مع أو بدون فرط النشاط، التي يعتبر الاضطراب السلوكي الأكثر شيوعاً عند الأطفال والمراهقين. Nous allons aujourd'hui parler du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle communément le TDAH. Il est considéré comme le trouble comportemental le plus fréquent chez l'enfant et l'adolescent, une situation avec des répercussions personnelles, scolaires, familiales et sociales. Ce trouble, s'il n'est pas identifié et pris en charge tôt, peut avoir des conséquences sur toute la vie d'adulte. موقف له تداعيات شخصية، عائلية واجتماعية. يمكن أن يكون لهذا الاضطراب إذا لم يتم تحديده وعلاجه مبكرا عواقب طوال فترة البلوغ. Nous abordons ce sujet en début d'année scolaire afin de permettre aux parents de mieux le comprendre et d'agir vite. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous le professeur Esma Oussedir. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Lahlé. Vous êtes chef de service pédopsychiatrie à l'EHS Drit Houssine à Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, pour commencer, nous allons définir d'abord ce trouble qui fait نقدروا نعرفوا هذا الاضطراب. Alors, si vous permettez, avant de le définir, j'aimerais faire un petit rappel. Il faut savoir que la société dans laquelle nous évoluons, المجتمع اللي رانا نعيشوا فيه, la société, elle va avoir beaucoup d'exigences envers les enfants. Et une des exigences, c'est qu'ils se comportent bien. On attend des enfants de bien se comporter. Bien se comporter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que l'enfant doit d'abord programmer, organiser l'ensemble de ses comportements, mais il doit aussi, en parallèle, apprendre à maîtriser ses émotions et ses actions. Alors, il faut savoir, je vous le rappelle aussi, que l'enfant, depuis qu'il est tout petit, c'est-à-dire depuis qu'il est né, il dépend beaucoup des pourvoyeurs de soins. Ça طفل كي يزاد لازم يكون معاه شكون اللي يراعيه. فوالا يتكل على مواليه، عنده شكون يراعيه باش يقدر يكبر ويقدر تكون عنده استقلاليه ويقدر il peut devenir autonome. Alors, dans ce parcours-là, plus l'enfant va grandir et acquérir cette autonomie, et plus la société va montrer des exigences. كل ما الطفل يكبر كل ما المجتمع حيطلب منه انه يكون مربي، يكون يعرف اكثر بالحوايج. Donc il y a plus d'exigences de la société, plus l'enfant grandit, plus les exigences de la société vont grandir avec lui. Alors dans l'apprentissage de bien se comporter, il est difficile cet apprentissage. Pourquoi? Parce que l'enfant, il doit en même temps apprendre une action. Il doit aussi apprendre l'inaction. Il faut يتعلم يدير حاجة, il faut يتعلم ما يديرهاش. Il faut يتعلم يدير une action, il faut يتعلم ثاني en parallèle أنه يفكر, ماشي غير يخدم, يفكر. Donc action, inaction et action, réflexion. Un exemple par exemple, un enfant qui va apprendre à marcher, à courir, il doit aussi apprendre à s'arrêter, à patienter. Un enfant qui parle, qui apprend à parler, il doit aussi apprendre à se taire et à écouter. S'il apprend à attirer l'attention sur lui, il doit à son tour apprendre à être attentif. Donc cet apprentissage qui est complexe, il va se faire en fonction des attentes de l'environnement de l'enfant. L'enfant, par exemple, va devoir parler ou se taire selon l'endroit où il est, selon l'exigence de l'endroit où il est. Et les enfants dont on va parler aujourd'hui, les enfants qui présentent un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, eh bien ces exigences de la société, c'est un véritable défi pour eux. صعيب عليهم بزاف انهم يتأقلموا مع المجتمع تاعهم اللي يطلب منهم انه يكونوا على حسب les normes sociales. Très bien, c'est vraiment une définition exhaustive qui nous
simplifie la compréhension de notre thématique du jour. Alors professeur, عندنا أرقام بما يتعلق ببلادنا الجزائر. حبيت نولي للتعريف تاع الصح. Là, j'ai juste planté le décor. Les enfants qui présentent un TDAH, c'est des enfants qui اللي حيكونوا مختلفين على أصدقائهم اللي في نفس اللي عندهم نفس العمر. في les comportements تاعهم يكونوا بزيادة ولا بالنقص. C'est soit une insuffisance dans leur comportement, soit un excès. Et ce comportement, il n'est pas valable par rapport à leur âge. Et il répond pas aux normes sociales, c'est-à-dire الأولاد اللي قدهم ما يديروش نفس الاضطرابات والمجتمع ما يستنى منهم انهم يكونوا خير من هذاك الشيء. Alors c'est un trouble, comme vous l'avez dit au début, qui est un des troubles du comportement les plus étudiés chez l'enfant et l'adolescent. Et aujourd'hui, la définition que vous attendez, c'est une définition internationale. Le trouble déficit avec ou sans hyperactivité est un trouble du neurodéveloppement qui va toucher deux domaines. Le domaine de l'attention, où on va voir une inattention, et le domaine de l'activité, où on va voir une hyperactivité, une impulsivité. Et ces troubles-là, ils vont être intenses, ils vont être persistants et ils vont être fréquents, compte tenu de l'âge de l'enfant, l'âge développemental de l'enfant. Ils doivent avoir en plus une répercussion sur sa vie sociale, c'est-à-dire حتكون عنده هاد الظواهر اللي عنده الطفل حتكون عندهم عواقب على النمو تاع الطفل من الجانب الاجتماعي، من الجانب المدرسي، حتى من جانب لا كاليتي دو في نوعية الحياة تاع الطفل حتتقاس. Voilà en gros comment on définit aujourd'hui le TDAH. Les chiffres épidémiologiques, vous pouvez nous donner une petite idée là-dessus? Alors, dans notre pays, malheureusement, nous n'avons pas d'études épidémiologiques, on n'a pas de chiffres vraiment algériens, mais on peut se calquer sur les chiffres internationaux. Alors, les chiffres mondiaux, concernant l'enfant, on a à peu près, le TDAH va toucher à peu près entre 5 et 7% des enfants d'âge scolaire. Ce qui est quand même important. Exact. Et ça peut représenter vraiment un problème de santé mentale, santé publique chez les enfants. Alors c'est un trouble qu'on peut trouver aussi chez les adultes. Et on compte à peu près entre 2 et 3% d'ADHD chez les adultes. On a d'autres chiffres concernant le sexe ratio. Et on dit que les garçons seraient plus touchés que les filles. Alors on a à peu près 2 à 3 garçons pour une fille. Mais en fait, on revient là-dessus parce qu'on pense que les filles sont sous-diagnostiquées. Pourquoi? Parce qu'elles feraient des formes de TDAH où l'hyperactivité n'est pas au premier plan. C'est des petites filles qui vont avoir plus des troubles attentionnels et donc on va pas les diagnostiquer et c'est pour ça que on a moins de filles que de garçons. Très bien. Alors, je vous pose maintenant la question concernant les symptômes, les signes avant-coureurs, comment on va détecter cet enfant finalement? Voilà. Alors, si vous parlez on va d'abord parler des signes pour faire le diagnostic. Donc, comme je le disais, c'est des signes qui vont appartenir à 2 domaines. Alors, vous allez avoir d'abord le domaine de l'attention, de l'inattention, c'est-à-dire الطفل اللي ما عندوش عنده مشكل في الانتباه. في التركيز وفي الانتباه. Alors, عندنا أعراض فيها من نعطي أمثلة مثلا c'est un enfant qui il va faire des problèmes des erreurs d'étourderie. Par exemple في إملاء ولا في تمرين تاع الخط حينسى يشكل ولا يدير نقطة ينسى النقط. Par exemple, في الباء في النون في اللغة العربية حينسى par exemple في اللغة الفرنساوية ينسى le S تاع le pluriel, un E تاع le féminin, ينسى une retenue en mathématiques. الطفل par exemple il va avoir une difficulté à se concentrer à chaque fois qu'il y a une activité qui nécessite un effort mental, il va la détester. حيكون عنده مشكل كبير انه يركز وانه ينتبه à n'importe quelle activité. C'est pour ça qu'on parle de répercussions scolaires. Voilà. Après, par exemple, c'est un enfant qui va oublier. Par exemple, on l'envoie faire des courses, on lui dit va acheter du pain, du café et du lait. Il va ramener le pain et le café, il va oublier le lait. C'est un enfant qui va perdre ses effets scolaires. Et les parents nous disent tous les matins,
on doit passer pour acheter la gomme, les crayons de couleur qu'il a perdu la veille. C'est des enfants qui sont très distrayables, c'est-à-dire أي حاجة حتلفت الانتباه تاعو وتخرجوا من الحاجه اللي راهو منتبه فيها. مثلا قاعد يقرا مع لي بارون في الليل باغ اكزومبل يدير لي دوفوار تاعو اي يا باغ اكزومبل ان بروي تجوز شاحنه قدام البيت ولا تجوز اون اوتو دوفون لا ميزون، يبان الطفل حينتبه للشاحنه ينحي التركيز تاعو على ليكزارسيس اللي قاعد يدير فيه. On a comme ça plein de signes autour de... Qui doivent alerter. Voilà, c'est des signes, ça c'est des signes de diagnostic. C'est des signes qui vont alerter les parents, alerter les enseignants, parce que l'enfant ne va pas pouvoir mener à bout les activités terre. Par exemple, on lui dit le soir débarrasse la table, et ben il ne va pas faire toute la tâche. Il va débarrasser حينحي طبسي وبعدين ينحي مغرفه ويخلي الطابله هكاك ويروح ما يكملش لا تاش تاعو. كي نقولوا له مثلا روح باش ترقد على بالو بلي قبل ما يرقد عنده des activités qu'il doit faire. Par exemple, يروح il se douche par exemple, il se brosse les dents, il met son pyjama. Il va pas pouvoir organiser les tâches qui doivent avoir la finalité d'aller au lit. Voilà. Tout ce que je viens de citer, c'est les signes qui sont inhérents à l'inattention. Donc راكم تشوفوا بلي كاين بزاف كاين امثله كبيره وكاين بزاف لي سين كثيره et donc tous les enfants ne vont pas avoir tous les signes, mais انا مديت لكم à peu près tous les signes qu'on peut trouver باش الاولياء تقدروا تلقاو tous les signes qui concernent votre enfant. Ça c'est les signes de l'inattention. À côté de ça, on a les signes de l'hyperactivité, et ça vous pouvez vous deviner, c'est un enfant qui va bouger beaucoup. D'ailleurs, on le dit même Flamia, il est hyperactif. Il est hyperactif, voilà. Ça veut dire... Même un enfant qui est, entre parenthèses, turbulent, ou là, qui... Alors, il est différent, celui-là, on va en parler tout à l'heure. C'est un enfant qui va bouger beaucoup, il est instable, il est debout au moment où on attend qu'il soit assis. مثلا في المدرسة في القسم طفل ما يقدرش يقعد قاعد، لازم ينوض، وحتى يقعد يقعد يتحرك. Il gigote, il bouge les mains, il bouge les pieds, il fait tomber un stylo, il le ramasse, il est instable, même quand il est assis. C'est un enfant par exemple, يقدر يجري، يقدر يحط روحه في موضع خطر، il peut courir, il peut grimper dans des endroits qui ne sont pas appropriés, il peut se mettre ainsi en danger. C'est un enfant aussi par exemple qui parle beaucoup, il ne s'arrête pas. Il fait que parler, alors que dans des endroits où on demande qu'il se taise, il continue à parler. Il répond aux questions avant, par exemple en classe, il va répondre aux questions alors que la question n'est même pas finie. Le maître n'a pas fini de poser la question qu'il est en train de répondre. Il répond sans qu'on lui pose, on lui donne l'autorisation de parler. Il va parler à la place des autres. Il va finir les phrases. Il y a une petite indiscipline, on va dire. C'est pas de l'indiscipline, il n'arrive pas. Voilà, il ne va pas contrôler son activité. C'est pas de sa faute, on est d'accord. Voilà, donc il ne va pas pouvoir contrôler. Par exemple, il va, pour attendre son tour, c'est infernal. S'il y a une file d'attente, il ne va pas pouvoir attendre. Si par exemple il y a des toboggans, il y a des jeux comme ça où on emmène les enfants. Il peut pas attendre son tour. Donc il تقلق ويجوز قبل من الآخرين. Donc il impose sa personne. C'est-à-dire, par exemple, il y a ses parents qui sont en train de parler, il trouve le الوسط. Alors qu'elle est en train de parler avec une amie, ou avec sa soeur, avec sa maman, il impose sa présence. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de signes de l'inattention, beaucoup de signes d'hyperactivité, impulsivité. L'impulsivité, c'est ça qui donne que cet enfant ne peut pas attendre. Il est impulsif, c'est-à-dire il n'attend pas. Alors pour faire le diagnostic, on a besoin d'avoir des signes de l'inattention, des signes de l'hyperactivité par rapport à ce que je viens de dire. Il faut que ces signes arrivent avant l'âge de 12 ans. Dans les dernières classifications, on a retenu l'âge de 12 ans. Il faut que ça vienne avant l'âge de 12 ans. Il faut que ce signe soit dans plusieurs endroits, c'est-à-dire ماشي غير في الدار.
Mais chérir في القسم, mais chérir par exemple les activités extrascolaires, il faut qu'il y ait au moins 2 situations où l'enfant a ses troubles. Il faut هاد المشاكل اللي عنده الطفل il faut يكونوا في زوج أمكنة مختلفة. Par exemple في القسم وفي الدار, ولا في القسم وفي les activités extrascolaires. وكان وحدة برك ما نقبلوهاش, وكان بغير غير في القسم ça va revenir à autre chose. Exact. Voilà. Et il faut qu'il y ait des répercussions sur la vie de l'enfant. Il faut que l'enfant ait une souffrance, une altération dans son fonctionnement. Il faut يعني يكون عنده نتائج تاع الافعال تاعو تاع هاد لي سين اللي عنده في المدرسه, في العائله, في المجتمع en général. Donc on voit que c'est un diagnostic qui est assez complexe. On ne parle pas de TDAH parce qu'il y a eu un ou deux comportements. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble. Exact. Alors, et pour finir, pardon Monsieur El Hari, et pour finir, j'ai envie de dire qu'il y a des formes cliniques, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la forme clinique de la petite fille, il y a des formes cliniques différentes. Il y a des enfants qui vont avoir beaucoup d'hyperactivité et pas assez d'inattention, c'est une forme hyperactive. Il y a des enfants qui vont faire beaucoup de signes d'inattention et peu d'hyperactivité, ils vont faire une forme inattentive. Et il y a des enfants, c'est la forme de la petite fille dont je parlais tout à l'heure, et il y a des formes où il y a les deux signes, il y a autant de signes d'hyperactivité que de signes, et c'est d'une forme mixte. Et apparemment, c'est la situation, si j'ai bien compris, de la discipline qui pose problème, notamment à l'école. C'est là où il devient plus perturbé, c'est bien cela. Alors le souci, ce n'est pas un problème de discipline. Parce que ce n'est pas une atteinte à la loi, ce n'est pas un enfant qui défie la loi ou là qui veut transgresser. On n'est pas dans un problème d'acceptation de la discipline ou d'acceptation de la loi. On est dans un problème, comme je disais dans la définition, neurodéveloppemental. Pourquoi ? Et c'est très important ça pour les parents de savoir que c'est un problème neurodéveloppemental. Parce que ça touche quelque chose de l'ordre du neurologique. Il y a quelque chose, il y a une perturbation du fonctionnement, de la structure, de la connectivité au niveau neuronal, au niveau du cerveau, et ça atteint d'une manière précoce, très précoce, le développement de l'enfant. On est sur un trouble du neurodéveloppement. Parce que si on vous suit, les enfants qui défient la loi, les enfants qui transgressent, les enfants qui ont un problème avec la discipline, c'est pas des enfants c'est pas des enfants TDAH, c'est des enfants qui présentent par exemple un caractère antisocial, ou c'est des enfants qui ont des troubles oppositionnels. C'est une autre catégorie d'enfants. Mais c'est très bien d'avoir cité cette question, parce que ça nous réconforte pour en parler avec les parents. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas des parents qui ont failli, c'est des enfants qui ont un véritable problème neurodéveloppemental. Alors les parents, ils doivent consulter un spécialiste, ils doivent d'abord voir leur médecin généraliste. Comment ça doit se passer ? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez leur donner des conseils éventuellement pour augmenter la concentration de l'enfant ? Oui. Alors, les parents, quand ils sont inquiets par rapport à des signes de leur enfant, ils doivent automatiquement aller voir leur médecin traitant. Les médecins de famille ont disparu de la sphère des familles. On ne voit plus de médecins de famille. On voit des pédiatres. Moi, j'ai grandi dans une famille où on avait un médecin de famille. Et à chaque fois qu'on avait un souci, vous passez par lui. On passe d'abord par le médecin de famille, dont je me souviens encore au jour d'aujourd'hui, et qui, lui, selon les problèmes des enfants, pouvait orienter vers les médecins spécialistes. Donc, les parents doivent d'abord aller vers les pédiatres, les médecins de famille, le médecin généraliste, qui lui doit recueillir les données des parents, et s'il est lui-même inquiété par les signes de l'enfant, doit en référer à un neuropédiatre ou à un pédopsychiatre qui, lui, doit s'armer d'échelles, d'évaluation, d'un bon examen clinique qui peut, à ce moment-là, asseoir le diagnostic. Le souci que nous avons, c'est que peut-être on n'a pas assez sensibilisé nos confrères pédiatres, généralistes. Je pense qu'ils méritent une formation ou une sensibilisation au dépistage de ces troubles, de tous les troubles du neurodéveloppement de l'enfant et spécialement du TDAH.
elle mériterait à exister. Alors après, pour les conseils avec les parents, alors les conseils pour les parents, déjà pour la vie, pour que l'enfant se concentre mieux, on peut donner des conseils aux parents, mais on peut donner aussi des conseils à l'enseignant. Alors les parents, par exemple, pour travailler avec l'enfant, par exemple, il y a un devoir, il faut essayer tant que faire se peut, mettre l'enfant dans un endroit calme, il faut qu'il soit seul. Alors je sais que dans nos familles, c'est pas toujours possible, il y a une exiguïté, les familles n'ont pas toujours les espaces, voilà. Mais tant que faire se peut, il faut le mettre, même si on a un petit espace dans la cuisine, on fait travailler l'enfant dans la cuisine. Il faut qu'il soit loin de la fenêtre, parce que pour ne pas être distrait, il faut enlever tous les distracteurs, les bruits, ce qu'il peut voir à travers la fenêtre. Si on le fait travailler, il faut lui donner les activités une à une. Par exemple, s'il a 2 exercices de mathématiques à faire, on fait d'abord le premier exercice, on le termine, on le met de côté et on prend une deuxième activité. Mais on ne lui montre pas toutes les activités à faire en même temps. Avec l'enfant, donc on enlève tout ce qui est distractible, même visuel, hein, c'est-à-dire s'il a des affaires scolaires. Maintenant, on a des enfants qui ont des gommes avec des mangas, ils ont des crayons où il y a des plumes, où il y a il faut leur acheter des objets le plus neutres possible. Ce qu'on peut faire avec l'enfant, c'est que dès qu'on voit que sa concentration, son attention est devenue un peu difficile, on fait des pauses. Avant qu'il commence à avoir des troubles du comportement, on lui dit, voilà, va prendre une pause, va prendre de l'eau, tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre 2 minutes pour faire un tour dans la maison et revenir. On prévoit la pause, on prévoit le trouble du comportement, on ne le laisse pas s'agiter, on ne le laisse pas devenir inattentif. On arrête, on fait une pause pour l'essayer. Et puis, une chose aussi qui est un peu disparue c'est le cahier de texte, qui est un super outil qui doit être entre les parents et les enfants, les parents, les enfants et les enseignants, et qui aide beaucoup les enfants à se structurer, à s'organiser. C'est-à-dire, si les enseignants à l'école disent à l'enfant, voilà, tu as 2 exercices de maths à faire, un exercice de tarbiya islamiyya, je ne sais pas, un dessin en géographie, ça structure l'enfant et ça l'aide à l'organisation. Ça, c'est du côté des enfants, des familles, des parents. L'enseignant aussi, on peut l'aider à structurer ses enfants. Et la première des choses, il faut d'abord qu'il soit conscient. On va l'informer du problème de l'enfant. On va lui dire, voilà, cet enfant a des besoins spécifiques. Cet enfant a des problèmes pour être attentif. En fait, l'enseignant doit pouvoir déceler ce trouble chez l'enfant. Voilà, il doit le déceler. Et quand il ne le décèle pas, on doit l'aider, on doit l'en informer. Et à ce moment-là, vous savez, quand ces enfants vont perturber la classe, et en général, les enseignants, qu'est-ce qu'ils font ? Il est au fond de la classe. C'est ça, on le punit. Voilà. Il est au fond de la classe parce qu'il perturbe devant, donc on va le mettre au fond. C'est juste la chose à ne pas faire. Ni le sortir de la classe, comme ça, d'une manière punitive, ni le mettre au fond de la classe. C'est un enfant qui doit être sous le nez de l'enseignant. Il doit être à côté de l'enseignant pour pouvoir le contenir. Il ne faut surtout pas le mettre au fond. Au fond, il est perdu. Donc l'enseignant doit le mettre devant lui, il doit lui répéter les consignes, c'est-à-dire s'il dit à tous les enfants « sortez votre cahier de classe », il doit s'intéresser à cet enfant et lui dire « sors », il doit le répéter la consigne. Individuellement. Individuellement. D'accord. Sors ton cahier de classe, ramène-le. Et ça sera être plus facile pour l'enseignant, d'autant plus qu'il est à côté de lui, de lui répéter la consigne d'une manière individuelle. Il doit aussi lui donner les consignes d'une manière claire, concise, simple. Il doit aussi enlever les distracteurs. Alors, il y a des enseignants qui sont vraiment très performants. Moi, il y a un enseignant qui m'a dit, moi, cet enfant qui a besoin de bouger, je sais comment lui faire. On doit, par exemple, tous les jours distribuer les cahiers de classe. Eh bien, c'est une tâche que je vais lui assigner. Je vais lui dire, toi, va donner les... Il se sentira responsable et utile. Et puis, ça va lui permettre de bouger. Il va bouger dans quelque chose qui est accepté. Exact. Il va distribuer. Et c'est par exemple, c'est un enfant on a besoin d'effacer le tableau. Très souvent, cet enfant... on lui donne cette activité. On lui donne cette activité et on fait du 2 en 1. En même temps, il efface le tableau et en même temps, eh bien, cet enfant, il va répondre... Externaliser son énergie. Voilà. Il a besoin de bouger, eh bien, on lui offre la possibilité de... Merci beaucoup pour cette pédagogie. Vous êtes sûre que vous n'êtes pas enseignante en parallèle? Je suis enseignante pour les plus grands. Hein. Je suis enseignante pour les grands, pour les plus grands. Très bien. Nous avons des questions du public. As'ila Amma. Quelle relation avec l'autisme?
Alors, j'ai parlé tout à l'heure du trouble du neurodéveloppement. Alors, l'autisme qu'on appelle aujourd'hui TSA, l'autisme, le TDAH, ils font partie de la même famille. C'est des troubles précoces dans le développement de l'enfant. D'accord. Et ils font partie de la même famille du trouble du neurodéveloppement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est associé. D'accord. TDAH, et alors souvent, entre 40 et 70% des cas, le TDAH et l'autisme sont associés. Est-ce que la dyslexie en est une forme? Alors, la dyslexie aussi, elle fait partie des troubles des apprentissages à côté de la dyscalculie et de la dysorthographie. C'est des troubles des apprentissages qui appartiennent au monde des enfants. Et il faut savoir que c'est aussi un trouble du neurodéveloppement et il peut être aussi associé au TDAH. D'accord. Troisième question, les activités sportives sont-elles conseillées? Alors, moi, je dirais un grand oui. D'abord, c'est conseillé pour tout le monde. Et en particulier pour les enfants qui sont en train de grandir, une activité physique, quelque chose vraiment qui complète toutes les activités culturelles et la scolarité des enfants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus pour ces enfants qui ont bougé, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'avoir des activités. Et peut-être prioriser des activités où ils sont en groupe. Parce que c'est des enfants qui ont du mal à être avec les autres, ils sont très souvent rejetés par les pères, ils ne sont jamais invités dans les anniversaires, dans les fêtes des enfants, parce que voilà, ils ont des difficultés à être avec les autres. Parfois. Oui, ils bougent beaucoup, ils se mettent en danger, donc les enfants les écartent, on les invite jamais. Et donc, avoir une activité de groupe où ils ont une interaction avec des autres enfants, ça ne peut leur faire que du bien. Une activité physique en groupe, c'est génial pour les enfants. Dernière question, et je sais qu'elle vous tient à cœur, professeur, les écrans, tout ce qui est téléphone portable, tablette. En tant que pédopsychiatre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, déjà dans l'absolu, on connaît un peu la réponse, mais pour ce type d'enfant, précisément. Alors oui, c'est un sujet qui mérite toute une émission, les enfants et les écrans. Après, ce qu'on peut dire à propos... On les a beaucoup diabolisés, les écrans, monsieur El Harig. On les a beaucoup diabolisés en les rendant responsables de tous les maux des enfants, de leurs problèmes de langage, de leurs problèmes d'apprentissage, de leurs problèmes d'interaction. En fait, on vit dans un monde où les écrans vivent avec nous. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas 3-4 écrans. D'ailleurs, on les appelle les digital natives, c'est-à-dire qu'ils naissent avec Maintenant, ils naissent avec eux, les enfants naissent avec ces outils autour d'eux. Les parents travaillent avec ces outils. Alors, avec la période du Covid qu'on vient de passer, les parents, on quitte le confinement aujourd'hui, mais on a été confinés pendant presque 2 ans, à des degrés différents. Les parents travaillaient en télétravail. Les enfants ont dû travailler sur les écrans. Ils ont eu le e-learning. Ils ont dû avoir leurs cours par Internet. Et donc, comment dire non aux écrans? En fait, on revient à... D'ailleurs, les classifications internationales n'ont pas retenu l'addiction aux écrans. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'addiction aux écrans parce que l'intérêt des enfants aux écrans ne remplit pas tous les critères pour en faire une addiction. Alors que très souvent, j'entends beaucoup de gens dire qu'il est addict aux écrans. Ce n'est pas encore toléré comme étant un trouble addictif. Après, je m'adresse aux parents, la chose à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est le temps que passent nos enfants. Tout excès est mauvais. Exactement. Le temps que passent nos enfants et nos adolescents sur les écrans. Et quand les parents pensent que les écrans, c'est simplement l'ordinateur. En fait, les écrans, c'est tout. Hein. C'est le téléphone qu'ils vous piquent pour vous dire « Attends, passe-moi ton téléphone 2 minutes. » Pour regarder la météo, tiens. Pour regarder la météo, pour passer un SMS à un copain. Quand il n'a pas lui-même un téléphone sur lequel il passe beaucoup de temps. C'est la tablette qu'il vous pique ou qu'il pique à son grand frère. C'est les écrans à la télé. C'est l'ordinateur sur lequel il passe du temps. Donc, il y a beaucoup d'écrans dans toutes nos maisons. Et donc, quand on aligne tout le temps sur lequel l'enfant va passer du temps, des fois, on a des temps records. On a des temps Moi, j'ai eu des enfants à la consultation qui passent plus de 10 heures par jour pendant les vacances. Pratiquement toute la période où il est réveillé, il a des écrans. Donc, il faut faire attention au temps. Tout excès est nocif. Donc, donner les écrans aux enfants quand ils ont fini leurs devoirs, les week-ends. Petite dose à des périodes bien précises. Et diversifier leurs intérêts. C'est-à-dire, à côté de ça, il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils rencontrent d'autres personnes, il faut qu'ils lisent dans les bouquins, il faut qu'ils rencontrent des copains. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention avec les écrans, c'est les contenus.
Surtout. Il faut regarder, messieurs, mesdames, chers parents, il faut vraiment regarder ce que vos enfants regardent, ce que vos enfants font sur leur tablette, sur leur téléphone portable. Et il faut les écarter des violences, des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge. À leur âge. Parfait. Merci beaucoup, professeur Asma Oussedir, chef de service pédopsychiatrie à l'EHS Drit Houssine, Alger. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lahri. Pour tous ces éclaircissements, pour votre sympathie et votre pédagogie. Merci beaucoup. نأمل أن نكون قد أجبنا على كل الأسئلة فيما يتعلق بهذا الاضطراب السلوكي. شكرا على المتابعة ونعطي لكم موعد في الحلقة القادمة. سلام. هذا العدد برعاية الكندي.